Bonjour à tous. Donc effectivement, Lisa Reyes, je suis rhumatologue à l'hôpital européen. Je vais en effet vous parler de l'os. Je suis rhumatologue, mais on ne m'a pas demandé de parler de lupus cutané articulaire, des articulations. Je vais faire un petit peu comme le docteur Simoussi, un topo sur l'ostéoporose de manière générale, même si on va le remettre un petit peu dans le cadre du lupus, mais finalement ce sera un petit peu pour... Alors ça va être aussi un peu toutes les femmes, même si je parlerai aussi des hommes, mais c'est aussi une pathologie surtout de la femme quand même. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ostéoporose ? Eh bien son nom il est un petit peu transparent parce que l'ostéoporose c'est l'os poreux, c'est vraiment typique, et comme une image vaut 1000 mots, je vous ai mis des petites images de qu'est-ce que c'est un os poreux. Donc vous allez voir là sur ces 6 images, on a du coup un os normal à votre droite et un os pathologique à votre gauche. Donc c'est en fait une raréfaction du tissu osseux. C'est-à-dire qu'en fait, un os normal, il a plein de travées osseuses qui s'entrecroisent, qui font qu'il est très solide et qu'il amortit bien les chocs. Et puis avec l'ostéoporose, en gros, on a moins de travées osseuses, il se détruit. Et du coup, on finit par avoir des travées, des trous dans le gruyère, quoi. Et donc on voit bien, enfin on imagine bien que cet os il est beaucoup plus fragile, qui va moins bien amortir les chocs et qui risque donc de se casser. On en reparlera après. Hop. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ostéoporose ? Pourquoi est-ce qu'on embête les gens avec l'ostéoporose ? Pourquoi est-ce qu'on essaye de traiter l'ostéoporose ? Déjà parce que c'est une maladie qui est très fréquente, donc 5,5% de la population mondiale, de toute la population. En France, c'est 40% des femmes après 65 ans. En gros, c'est une femme sur 3 après 50 ans. Et après 80 ans, c'est 70% des femmes. Donc c'est vraiment énorme. Après 70-75 ans, les hommes et les femmes se rejoignent. Donc il y a autant de risques chez l'homme avec l'andropause, tout ça. Mais c'est beaucoup plus rapide chez la femme précoce. Donc c'est à l'origine de 500 000 fractures. Donc c'est énorme, juste en France. Hein. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on veut le traiter ? Parce qu'on pourrait dire... c'est une pathologie de la personne qui vieillit, c'est pas grave, c'est physiologique. Et bien c'est pas physiologique parce que ça entraîne une morbidité, donc un handicap important, et ça peut entraîner aussi une mortalité. Donc ça, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais en fait, après une fracture, et notamment des fractures sévères, on y reviendra, on a un risque de décès, et notamment après la fracture qui est la plus sévère, qui est la fracture de la hanche, du col du fémur, il y a un quart des patients qui peuvent décéder dans l'année. Alors surtout quand ils sont plus âgés, mais quand même. Et il y a la moitié qui auront des séquelles, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas forcément se relever, remarcher correctement. Donc il y a une perte d'autonomie qui est quand même importante après ce type de fracture. C'est important aussi de juste refaire un point sur les symptômes parce que, un peu comme le lupus rénal, en fait, c'est une maladie qui est complètement silencieuse. On ne peut pas savoir qu'on a de l'ostéoporose, sauf si on le cherche. Et je le précise aussi parce que souvent, quand je fais les densitométries, les patients me disent « Ah ben, c'est bien qu'on fasse cet examen parce que j'ai mal partout, faut vraiment qu'on sache si j'ai de l'ostéoporose. » Et ben, en fait, ça fait vraiment pas du tout mal, on ne peut pas le savoir jusqu'à, en fait, la fracture, c'est le seul symptôme et c'est presque déjà trop tard. Suivant les fractures, quand on s'est cassé le col du fémur et qu'on ne l'a pas dépisté avant, ben nous, on se trouve quand même bien embêté. On se dit qu'on a raté le coche, quoi. Donc, je voulais faire un point juste sur qu'est-ce que c'est une fracture ostéoporotique, parce que toutes les fractures ne sont pas des fractures de fragilité osseuse. C'est ce qu'on appelle, nous, une fracture à base cinétique. En gros, chute de sa hauteur. C'est jamais aussi simple. Parce que si on glisse sur du verglas, des fois, en fait, c'est quand même une grosse chute, donc on peut se casser. C'est aussi important de préciser quand même que c'est des fractures sur chute, parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais je me suis cassée, mais je suis tombée ». Normalement, quand on tombe de sa hauteur, on n'est pas censé se casser quoi que ce soit. Et souvent, je dis « Mais si moi, j'étais tombée comme vous, j'aurais probablement pas eu cette fracture. » Donc, c'est quand même une pathologie. C'est pas normal, disons, de se fracturer. Les fractures dans l'ostéoporose, c'est pas partout, c'est quasiment partout, mais il y a des endroits qui ne sont pas des fractures de l'ostéoporose, de fragilité osseuse, notamment les doigts, les orteils et les pieds. Ça, c'est considéré, alors ça peut s'appeler des fractures de fatigue, des choses comme ça, mais c'est pas signe d'une fragilité de l'os. Le crâne, bon, c'est très, très rare de se casser le crâne, et les vertèbres cervicales. Donc ça, c'est vraiment des fractures qui ne sont pas de fragilité osseuse. Et puis, parmi toutes les fractures, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a des fractures qui sont vraiment un tournant, des fractures qu'on appelle, nous, sévères, où en gros, ça doit quasiment tout le temps entraîner un traitement spécifique. Et donc, c'est celles qui vont entraîner le handicap le plus important. C'est normalement des os qui ne se cassent pas. C'est les vertèbres, c'est le bassin, et c'est évidemment le col du fémur.
Il y a aussi le col de l'humérus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a de l'ostéoporose ? Il est vrai quand même que l'âge, le fait d'avancer en âge, c'est un facteur de risque très important et qu'il y a une partie de l'ostéoporose qui est quand même un peu physiologique, c'est-à-dire que la densité de l'os diminue quand même de manière physiologique tous les ans et notamment chez les femmes après la ménopause. Mais tout le monde n'aura pas de l'ostéoporose, donc ça reste quand même une pathologie. Le sexe féminin est malheureusement plus à risque aussi dans l'ostéoporose. Et ça, c'est surtout à cause de la ménopause. En gros, les œstrogènes ont un facteur protecteur sur le remodelage osseux. Et puis, quand on n'en a plus, on perd ce facteur protecteur. Et donc, l'os, on en reparlera, s'abîme plus vite. Et donc, plus on a une ménopause précoce, plus on commence tôt à perdre sa protection. Et donc, plus on a un risque précoce de se faire des fractures et donc d'avoir une ostéoporose sévère. Le tabac, ici aussi. Je ne pense pas que ce sera la chose la plus importante que vous retiendrez sur les risques du tabac, mais ça a un vrai impact sur l'os aussi, sur le remodelage osseux et donc sur le risque de fracture. Il y a des morphotypes qui sont plus à risque de faire de l'ostéoporose et donc c'est surtout les patientes à petit poids. Donc après, il y a des facteurs de risque comme l'anorexie ou des choses comme ça. Mais l'IMC inférieur à 19, je pense que c'est la première fois que vous l'entendrez. Mais les patients plus maigres ont plus de risque d'ostéoporose. Et donc finalement, de l'ostéoporose, il faut être un petit peu plus, alors pas beaucoup, mais un petit peu plus corpulent. Et donc évidemment c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet avec le lupus. C'est évidemment le lupus. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'il a un impact sur l'ostéoporose, sur la fragilité osseuse. Il y en a d'autres de maladies. La polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu le même principe d'inflammation chronique, de traitement. Après, je ne vous ferai pas la liste de toutes les maladies, mais d'autres maladies associées, l'hyperparathyroïdie, la thyroïde qui fonctionne trop, sont à risque d'ostéoporose. Et puis, certains médicaments. Et là, le gros médicament qui nous embête beaucoup, même si en tant que rhumatologue, on le prescrit aussi beaucoup, c'est la cortisone, qui est donc très utilisée dans le lupus parce qu'indispensable, mais qui, du coup, vraiment a un impact assez fort sur la résorption osseuse, sur la destruction de l'os. Donc, petit point, focus sur le lupus. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus dans le lupus ? On a déjà un petit peu effleuré le sujet, mais déjà, il y a une prévalence de 16% parmi les patients lupiques d'ostéoporose. Donc, 20% de patients, c'est beaucoup. Donc, il y a vraiment un vrai sur-risque d'ostéoporose chez les patientes qui ont un lupus. Pourquoi ? Donc, on l'a dit un petit peu, l'activité de la maladie, l'inflammation chronique, ça impacte sur le remodelage osseux. La ménopause, qui peut être précoce suivant certains traitements, notamment l'endoxan dans le lupus rénal, ça induit des ménopauses précoces. Donc, comme on l'a dit, plus on est ménopausé précocement, moins on est protégé par les œstrogènes. Il y a aussi la carence en vitamine D, puisque, sauf si on est supplémenté, on en reparlera, mais c'est vrai que dans le lupus, on vous dit qu'il faut éviter le soleil, et c'est indispensable. Mais du coup, sans soleil et sans supplémentation en vitamine D, on est du coup un peu plus carencé. Et donc, je reviens sur la cortisone parce que vraiment, on sait qu'à partir d'un certain seuil, qui est maintenant 7,5, avant c'était 10, maintenant on dit déjà 7,5, et pendant un certain temps, et c'est souvent le cas dans le lupus, on a souvent de la cortisone plus de 3 mois, ça a un vrai impact donc, sur l'ostéoporose. Maintenant, comme c'est vrai que les recommandations, c'est plutôt vraiment de descendre en dessous de 5 très rapidement, enfin pas très rapidement, mais de descendre en dessous de 5, et même maintenant d'arrêter. Peut-être qu'il y aura moins d'ostéoporose chez les patients lupiques à l'avenir. On verra, c'est quelque chose qu'on attendra de voir. Je vous rappelle juste, donc, le diagnostic, comme je vous l'ai dit, c'est silencieux, on peut pas le savoir si on ne le cherche pas. Donc il faut le chercher. Donc c'est des questions qu'on pose, alors que vous pouvez vous poser vous déjà, c'est-à-dire est-ce que j'ai les facteurs de risque ? Donc déjà le lupus ça en fait partie. Si vous avez eu de la cortisone pendant longtemps, ça en fait partie aussi. Si dans votre famille, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs se sont cassés le col du fémur, ça en fait partie. Si vous avez une ménopause donc plutôt jeune, ça en fait partie aussi. Autre chose, on dit, donc j'ai dit que c'était silencieux, qu'on n'avait pas de symptômes. Il y a quelque chose qu'on peut vérifier, c'est la taille. C'est vrai que nous, souvent, on traque un petit peu quelle taille vous faisiez à l'âge de 20 ans et maintenant quelle taille vous faites. Donc, on mesure souvent nos patients parce que, contrairement à ce qui est pensé, ce qu'on me dit tous les jours, c'est de toute façon, avec l'âge, on se tasse. Avec l'âge, normalement, on ne se tasse pas trop.
on peut se tasser un petit peu, les disques peuvent baisser un petit peu en taille, donc on peut perdre quelques centimètres, c'est vrai, mais au-delà de 4 centimètres, il faut aller vérifier si on n'a pas une fracture vertébrale, parce que 40% des fractures vertébrales sont spontanées et passent complètement inaperçues, ne font même pas mal. Et donc, si on a perdu plus de 4 centimètres, c'est intéressant de faire des radios du dos pour vérifier qu'il n'y ait pas certaines vertèbres qui se soient cassées, ce qu'on appelle des tassements, mais qui est un mauvais terme, le mot tassement, parce qu'on a l'impression que c'est pas grave un tassement. Bah oui, on se tasse, c'est normal. Un tassement, c'est une fracture vertébrale, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fracture vertébrale, c'est une fracture qui est sévère. Donc, c'est déjà quelque chose qui va nous embêter et qui souvent amène à un traitement, donc important à faire. Et l'examen clé qu'on va faire et que du coup, on va faire le plus rapidement possible chez les patients qui ont un lupus avec de la cortisone, même s'il n'y a pas forcément de traitement, mais juste pour avoir une idée, une base de savoir où est-ce que vous en êtes dans l'ostéoporose, c'est la densitométrie osseuse. Et donc ça, c'est pour aller voir justement, est-ce que vos os sont fragiles ou pas. Ça ressemble à ça, du coup. On fait le rachis, donc le dos, et les 2 cols. Les 2 cols, c'est un petit peu plus... Après un certain âge, c'est un petit peu plus précis de faire les cols plutôt que le dos, parce que souvent dans le dos, après, on a de l'arthrose, tout ça, et donc c'est moins interprétable. Il n'y a pas grand-chose à retenir là pour vous, mais juste, c'est important de bien regarder les images, en tout cas pour le médecin qui vous verra, parce que des fois, elles ne sont pas très bien faites, et donc on ne peut rien en faire. Mais donc voilà, après, c'est important de la faire dès qu'on a des facteurs de risque, et après, on la refait tous les 3 à 5 ans à peu près, pour vérifier que ça descend pas trop vite, et puis, si on a mis un traitement, pour vérifier qu'il est efficace. C'est un examen qui est quasiment pas irradiant, qui prend 10 minutes, 15 minutes, donc c'est très rapide. Donc on en arrive à comment est-ce qu'on va traiter cette ostéoporose. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors l'ostéoporose, il y a plein de traitements qui marchent très bien. L'enjeu dans l'ostéoporose, c'est pas tellement de est-ce qu'on va réussir à la guérir, enfin à la traiter. C'est vraiment est-ce qu'on va réussir à la dépister, parce qu'on y pense très rarement, et est-ce que les traitements vont être acceptés, ça on y reviendra. La première chose que vous pouvez faire, il y a des choses qu'on peut faire sans médicaments déjà, c'est des mesures préventives. Ça va être... Alors, je ne suis pas revenue sur la cortisone, tout ça, parce que ça, c'est des discussions avec votre médecin qui vous suit pour votre lupus. Mais effectivement, baisser la cortisone le plus possible, ça, c'est intéressant. Mais ça va être surtout apporter les matières premières pour fabriquer de l'os. Et ces matières premières, c'est en gros le calcium et la vitamine D. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Alors, la vitamine D, ça sera médicamenteux, on y reviendra, mais le calcium, en tout cas, c'est des choses que vous pouvez faire de votre côté. Et l'activité physique aussi dans l'ostéoporose, c'est hyper important. C'est plutôt de l'activité physique qu'on appelle en charge avec impact. En gros, il faut aller imposer des contraintes mécaniques sur l'os pour le forcer à se remodeler. C'est-à-dire que plus on tape dessus, plus en fait, il est actif et il va reformer de l'os. Donc ça va être de la randonnée, de la marche nordique, du step, de la danse, de la course à pied. Toutes ces choses-là, ça paraît contre-productif, par exemple, la course à pied. Les gens me disent « Ah oui, mais je risque de me casser ». Et en fait, non, ça aide l'os à se refaire, à être plus solide. Un petit point sur les apports calciques, parce que c'est très controversé. Tout le monde dit, à chaque fois que j'en parle, oui, mais c'est pas bon pour les articulations, et puis on ne doit pas manger de lait de vache, tout ça. Je ne vais pas me positionner là-dessus. Moi, je suis rhumatologue, je vois plein d'ostéoporoses, donc je suis forcément pour les apports en calcium. Vous pouvez faire, du coup, il y a des petits questionnaires un petit peu partout pour savoir si vous en avez assez. En gros, il faudrait manger quand même 2-3 yaourts par jour, et peut-être un petit morceau de fromage, pas trop salé. Mais les fromages à pâte dure, un petit bout de comté ou des choses comme ça, ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour fabriquer de l'os. Vous voyez, c'est comme si votre os, c'était un mur et que vous essayez de fabriquer votre mur, mais vous n'avez pas de briques. C'est impossible. Du coup, ça fait vraiment partie des choses importantes. Si vous n'aimez pas les laitages, c'est pas grave. On peut en trouver ailleurs du calcium. Ce qui est pratique avec les laitages, c'est juste que, en fait, il y en a plus et donc on a besoin de manger moins d'aliments pour arriver au même résultat. L'objectif, en gros, chez les patients qui ont un lupus et de la cortisone, ça va être au moins 1200 mg par jour d'apport en calcium. C'est énorme. C'est-à-dire que dans votre alimentation générale, sans laitage, c'est 350. Donc, il faut quand même en rajouter 900, quoi. Donc, par exemple, une eau minérale, 1 litre de Contrex, Tourmayeur, Épar, il y a déjà 550 mg dedans, donc c'est plutôt pas mal. Des légumes verts, donc les épinards, le brocoli, tout ça. Des sardines, mais il faut en manger tous les jours et un peu beaucoup. Donc, c'est vrai que les laitages, c'est quand même plus pratique. Un yaourt, c'est plus facile à manger que 20 grammes de sardines, sauf si vous adorez ça.
La vitamine D, donc ça c'est le deuxième apport indispensable pour fabriquer l'os. Si la brique c'est le calcium, la vitamine D c'est le ciment. Donc les deux ensemble, on en a besoin. Et c'est pareil, alors c'est pas pareil parce que du coup dans votre alimentation, vous n'arriverez pas à manger suffisamment de vitamine D pour avoir les apports corrects. C'est pas possible. Je vous ai mis des exemples qui paraissent aberrants, mais vous voyez, 22 œufs, 20 sardines, 5 plaquettes de beurre, non, c'est pas possible. L'huile de foie de morue, c'est pour ça qu'on l'a donnée chez les enfants avant. C'est un peu dégoûtant. Je pense que ça existe maintenant en petites capsules. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais quitte à prendre une capsule avec plein d'huile de foie de morue, peut-être on peut juste prendre une ampoule de vitamine D. Surtout qu'en plus, les ampoules de vitamine D, on peut les prendre tous les mois. Ça a été montré quand même plutôt récemment que plus on prenait des petites doses et plus on les prenait souvent, mieux c'est absorbé. Donc c'est vrai que le mieux du mieux, c'est de prendre entre 3 et 5 gouttes par jour de dédrogine. Mais ça veut dire un médicament tous les jours. Mais sinon, de l'UV dose 50 000 une fois par mois, c'est parfait. C'est déjà très bien. C'est un peu moins bien de faire 100 000 tous les 3 mois, mais bon. Après, tant que vous avez de la vitamine D, nous, on est contents. Et donc maintenant, on arrive au vrai traitement médicamenteux. Donc j'ai un petit point sur comment ça marche en os. En gros, tous les jours de votre vie, vous avez votre os qui se reforme. Alors ça met un petit peu plus de temps qu'une journée, mais en gros, tous les jours, il y a des petites cellules qui détruisent votre os, le vieil os, et qui ensuite en fabriquent du nouveau. Donc les petits ostéoclastes, ils détruisent l'os, et les ostéoblastes, eux, ils en fabriquent du nouveau. Donc ils font comme un trou, et puis par-dessus ce trou, ils refont de l'os nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans l'ostéoporose? C'est qu'en gros, normalement, ce cycle, il est parfait, il est bien équilibré. On fabrique du vieil os, on en forme du nouveau, et à la fin, on a un os tout neuf. Et après la ménopause, ou dans certaines pathologies, ou à cause de certains traitements, en fait, on va juste avoir plus de destruction d'os que de fabrication de nouvel os. Et donc, on a un déséquilibre de cette balance qui fait que l'os, du coup, il se raréfie. Il est plus détruit que construit. Et donc, ça nous permet d'avoir deux modes de traitement. Soit on arrête de détruire de l'os, et donc ça, c'est les deux traitements que sont les biphosphonates et le Prolia. Soit on augmente la formation de l'os, et ça, c'est le tériparatide. Donc, c'est nos 3 médicaments qu'on a, hein, il n'en existe pas d'autres. Dans les biphosphonates, je pense que vous en avez déjà entendu parler, on reviendra un petit peu. Il y a surtout des médicaments qu'on prend par la bouche, des comprimés une fois par semaine. Qui se prennent par séquence, c'est-à-dire qu'on fait ça 3 ans, on fait une densitométrie, on voit si ça a bien marché, qu'il n'y a pas eu de fracture, que la densité est bien remontée, on peut les arrêter. C'est pas des médicaments qu'on prend toute la vie, ils ont normalement un temps limite dans une vie, on peut prendre 10 ans de bisphosphonates et normalement pas plus. Donc c'est pour ça qu'on aussi, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, dans le lupus, même si on fait des densitométries assez tôt chez des patientes qui ne sont pas ménopausées parce qu'elles ont eu beaucoup de cortisone, on ne va pas forcément mettre un traitement parce qu'après on sera embêté, parce que si on commence un traitement à 35-40 ans, après il y a quand même toute la vie derrière, on n'aura pas forcément beaucoup d'autres traitements à mettre, donc on attend souvent des facteurs de risque plus importants, des fractures, des choses comme ça. L'autre traitement qui bloque la destruction de l'os, c'est le Prolia. C'est une piqûre tous les 6 mois. C'est un médicament, moi j'aime bien dire que c'est le meilleur et le pire des médicaments, parce qu'il marche très 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 bien. Mais si on ne le prend pas comme il faut, si on n'est pas observant, si on l'oublie, si on en a marre, s'il n'est pas prescrit par une personne qui sait très bien s'en servir, eh ben, le risque, c'est le rebond. C'est-à-dire que ça fait monter beaucoup la densitométrie osseuse. Et puis quand on l'arrête, en fait, ça redescend même encore plus bas que ce qu'on avait avant. Et donc, il y a des risques de fracture. Donc, ce n'est pas un mauvais médicament en soi, c'est que quand on s'en sert bien, il est super. Mais par contre, il faut vraiment être hyper exigeant quand on le prend. Et le tériparatide, c'est un aussi qui est très bien, qui permet de fabriquer de l'os, c'est le seul. Par contre, il a des indications qui sont très spécifiques. On peut le donner que quand on a des fractures vertébrales. Et c'est des piqûres tous les jours pendant 1 an et demi. Donc c'est pareil. Le problème des traitements de l'ostéoporose, c'est pas qu'ils sont pas efficaces, c'est que souvent les gens n'ont pas très envie de les prendre. Et pourquoi est-ce que les gens n'ont pas très envie de les prendre? La principale cause, on ne va pas se mentir, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire. Je pense que ça a été beaucoup dans les médias, ça a été beaucoup dit par certains dentistes, surtout qui en ont très très peur, et je les comprends. Hein. Une ostéonécrose de la mâchoire, donc c'est un effet indésirable qu'on peut retrouver dans les biphosphonates et le Prolia. C'est en gros des trous dans l'os de la mâchoire. C'est quelque chose qui est très 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 rare.
et qui dépend des médicaments. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas du tout avec le tériparatide. C'est vraiment surtout les biphosphonates et le Prolia. Et les facteurs de risque de ça, c'est principalement d'avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire, d'accord? C'est vraiment d'avoir des chicots, des dents qui sont en mauvaise santé, avec des abcès, avec des dents qui tombent, avec des soins particuliers, quand on doit arracher des dents, quand on doit poser des implants. Ça, tout ça, effectivement, c'est des trucs où on va se dire, on va pas mettre les biphosphonates tout de suite, on va aller d'abord voir le dentiste, remettre à neuf, et après on mettra le traitement. Mais ce traitement, c'est quand même... c'est très très rare. Vous voyez, c'est un risque de 1 sur 100 000 personnes. Et je vous ai mis ça, une petite souris, un petit éléphant, parce qu'en fait, le risque, il est principalement dans d'autres indications. Parce que ces traitements, on peut aussi les mettre, par exemple, pour le cancer. Quand on a des métastases osseuses, on va mettre des doses qui sont énormes pour bloquer l'évolution de la métastase osseuse. Et donc, ça va être des doses, en gros, pour une patiente ostéoporotique, on mettra qu'on appelle un Aclasta, une perfusion, on le fait 1 fois par an. Chez eux, on le fait 1 fois par mois. Donc, vous voyez, c'est 12 fois plus. Donc, c'est pas les mêmes doses. Donc, c'est pour ça, c'est une petite souris, l'ostéoporose. Et par contre, dans le cancer, effectivement, c'est plus important. Mais l'enjeu est pas le même non plus. Et donc, c'est un petit peu plus risqué sur les biphosphonates que sur le Prolia. Par contre, ce qu'il faut mettre en balance, c'est, d'accord, on peut avoir un risque sur 100 000 d'avoir une ostéonecrose et c'est pas sympa. Par contre, quel est le risque en regard de faire une fracture? Et en fait, chez des patients qui sont à risque de se fracturer, on a une chance sur 100 par an, après 65 ans, de faire une fracture sévère. Donc, une vertèbre, un bassin, un humérus. Ça, c'est, en gros... Vous voyez, on a un risque 100 fois plus élevé de se faire une fracture sévère que de faire une ostéonécrose de la mâchoire, sachant qu'on a des mesures préventives pour éviter l'ostéonécrose de la mâchoire. Donc, je comprends le frein parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'avoir, mais il faut quand même peser le pour et le contre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Nous, le bénéfice-risque, on doit vous en parler tout le temps. Et le bénéfice est quand même très clairement supérieur. Bon. Les messages clés de l'ostéoporose, c'est que c'est une maladie fréquente, et c'est pour ça qu'on s'en occupe et qu'on y pense et qu'on vous embête souvent avec. C'est une maladie qui est silencieuse, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout de symptômes, on ne peut pas le savoir si on ne le cherche pas. C'est qu'il y a quand même un risque important, enfin il y a un risque de décès, même s'il est bien moindre que dans le lupus rénal ou les maladies cardiovasculaires, mais c'est quand même ça a un impact sur la vie, que ce soit vital ou même juste sur la qualité de vie. Ça se traite très bien. Il y a des médicaments qui marchent très très bien. Et il y a des petites choses que vous pouvez faire avec la supplémentation, en tout cas l'activité physique, manger du calcium. Donc voilà.